Mesdames et messieurs, bon week-end. Nous allons vivre ensemble. Ce sera à partir de 13h30 pour le début des présentations en vol. L'occasion de découvrir des démonstrations d'avions à la fois civils qui nous rappellent cette histoire de l'aéronautique, mais également des démonstrations militaires, et ce sera le cas avec l'armée de l'air et de l'espace, représentée par ce car podium, et qui sera également représenté par ses meilleurs ambassadeurs. Il s'agira de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace et une autre composante de l'aviation légère de l'armée de l'air. Et pour mettre des mots sur ces démonstrations avec le sergent-chef Florian. Merci à Sarla pour cette journée exceptionnelle aéronautique. Qu'est-ce que... Il va intégrer l'arme à Cazaux et puis il va ensuite passer son monitorat et il a été membre de l'équipe de France. Évidemment, il sera formateur, que ce soit au Gabon, au Maroc ou encore en Côte d'Ivoire. Et lui aussi. Et on peut s'apercevoir que les parachutes modernes n'ont rien à envier aux parachutes militaires d'autrefois qui n'étaient simplement que des hémisphères de toile. Regardez, un parachute, c'est une véritable aile qu'il est possible de piloter. On tire sur les deux suspentes, ça ralentit et on vient se poser à seulement quelques kilomètres/heure. Aux côtés de Patrick aujourd'hui, indiquer ce qu'ils retrouveront effectivement sur la zone qu'ils vont survoler. Il y a ensuite des météorologistes et notamment la météo aujourd'hui. Alors, petite information météo, il devrait y avoir une petite averse aux alentours de midi. Et puis ensuite, nous aurons les sous-officiers qui vont être les chefs d'équipe et les militaires du rang. Par la suite, qui vont venir compléter toute cette panoplie d'aviatrices et d'aviateurs. Intégrer l'armée de l'air et de l'espace, c'est à partir de 17 ans, et pourtant à partir de 16 ans, Florian, il y a une école que tu as toi-même intégrée. C'est l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace. Elle qui forme ceux que l'on appelle d'ailleurs les arpètes. C'est quoi être arpète? Vous formez tous les jeunes gens de 16 à 17 ans. Alors pendant les 2 ans dans cette école, c'est sous forme d'internat. Et on va suivre une formation scolaire et une formation militaire en parallèle. Donc les journées sont rythmées par les cours avec des... Autrement dit, un lycée militaire avec des enseignements qui sont également appris dans le civil, mais avec ce cadre tout à fait particulier qui fait l'ADN même de l'armée de l'air et de l'espace. Peut-être avez-vous également un travail dans la vie de tous les jours et vous souhaitez tout de même vous engager au service de nos armées, au service de notre pays. Et là aussi, l'armée de l'air et de l'espace peut répondre à votre besoin avec la réserve opérationnelle. Y comprendre ici être militaire seulement quelques jours par an, vous allez suivre une formation et puis ensuite vous allez remplacer des militaires qui quant à eux sont parfois en opération extérieure, loin de leur famille, qui ont bien le droit. Et si tous ces cursus vous intéressent, nous avons le plaisir sur cette plateforme d'avoir le CIRFA de Bordeaux représenté par l'adjoint du statique de cet aérodrome. N'hésitez pas à aller à leur rencontre et à découvrir ces carrières à ciel ouvert. Et d'ailleurs, Florian, de ces filières que l'on appelle les élèves officiers du personnel navigant. Et justement, eh bien, cette rencontre, on vous la fait partager maintenant. Pilote avec seulement un baccalauréat, comment avez-vous intégré cette filière? Bonjour, j'ai intégré cette filière une visite médicale pour savoir si nous sommes aptes à poursuivre la formation. Lorsque la commission est passée, direction donc Salon de Provence avec une formation qui commence comme toutes les formations d'ailleurs au sein de l'armée de l'air et de l'espace, sont restées dans l'histoire comme étant des années absolument folles. Il y a des changements et des bouleversements politiques. Ils forment des pilotes amateurs qui ont un seul plaisir le week-end, c'est de prendre un petit peu d'altitude au-dessus de notre planète. France, c'est-à-dire que quand on est à bord d'un avion, il y a un aérodrome à peu près tous les 15 minutes de vol, des transmetteurs de passion. Autorisation pour débuter les démonstrations en vol. Un premier appareil vient de s'aligner, tandis que
l'avion porteur de nos parachutes. Est un Cessna 172, le deuxième, un D-112 Genève, suivi par un autre appareil. Il s'agit d'un Robin DR400, l'appareil qui se présente au Aéroclub, et il s'agit d'un AT-01 Aquila. L'arrêt de l'espace, il totalise 3200 heures de vol et aujourd'hui, fidèle après plus de 45 ans de présence à l'Aéroclub, il est toujours responsable de la maintenance des avions. En 1953, cet Aéroclub va prendre le nom d'Aéroclub du Sarladé pour se moderniser avec une piste, mais également avec pas moins d'une dizaine d'avions. Aujourd'hui, l'Aéroclub du Sarladé, c'est une section vol-moteur avec son école de pilotage qui compte pas moins de 5 instructeurs, une section avion modèle réduit, et eux font également le show dans quelques minutes. C'est également une section de construction amateur. On dit que le ciel appartient dorénavant à un deuxième vecteur de cet Aéroclub, le Cessna 100. Il est équipé d'un moteur de 180 chevaux, ce qui lui permet de croiser en votre gauche. Mesdames, messieurs, probablement l'avion le plus français des aéroclubs, le Robin, qui avait été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ce sont ces appareils qui ont ensuite formé des générations et des générations de pilotes. Et par exemple, le Robin DR400 a longtemps été fabriqué pas très loin de Dijon. Avec l'arrivée d'un avion de nouvelle génération qui s'appelle un moteur particulier. Non, je ne vois pas. Là-bas. Ouais, mais regarde. Ah, il est là-bas. Limite, on dirait il va creuser. C'est le petit. La décarbonation de l'aviation, c'est un peu une fusée à plusieurs étages. Aujourd'hui, quand vous prenez des avions de ligne, eh bien, il y a des carburants durables qui sont utilisés. On les appelle les SAF. SAF, ça signifie Sustainable Air Fuel. Ce sont des carburants qui utilisent d'ores et déjà un avion capable de transporter 19 passagers et fonctionnement totalement à l'électrique. Et l'Aquila qui vient de se poser, il nous était présenté par Patrick, qui dans la vie de tous les jours travaille dans le milieu pharmaceutique. Il totalise 600 heures de vol. C'est un fidèle du club lui aussi, puisque ça fait pas moins de... Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il s'appelle Maxime. Tout à l'heure, nous aurons dans le ciel un homme, il s'appellera Florent Houdon, il est double champion du monde. Et on pourrait dire que l'homme qui est actuellement aux commandes, s'il était vraiment aux commandes d'un avion, il pourrait être l'appareil est dans les airs. Et le pilote, lui, eh bien il est au sol. Oui, bonjour à tous, je suis Maxime, donc un Extra 330 qui est piloté par notre ami Frédéric là-bas, au bord de la piste. Donc cet aérodrome du Sarladé, de Sarladon, du club d'aéromodélisme qui abrite. Frédéric vous montre actuellement les évolutions d'un avion de voltige, un Extra 330C, si je m'abuse. C'est le prédécesseur de l'avion que vous allez voir. 130, l'avion à LHL 1, il est au sol. Et l'avion à échelle réduite, eh bien il est parce qu'au début de l'aviation, un peu à la manière de l'automobile où on va mettre des véhicules dans des souffles que l'on va appliquer sur la machine. Évidemment, quand des humains ont découvert ça, ils s'interconnectent dans l'aéromodélisme comme en aviation, c'est-à-dire qu'il y a différents objets, faire voler un aéronef, donc construit pour l'aéromodélisme la plupart du temps de ses propos, c'est que ça commence dans la tête, jeune, que ça commence dans l'atelier, on construit
de la physique de l'air, les ailes. Et comme vous voyez actuellement, bien sûr, la maîtrise du pilotage a différents. Actuellement, la voltige, qui bien sûr rassemble toutes les compétences apprises auparavant, se placer dans l'air, et une construction classique en fibre de verre, de moule, équipée d'un renfort en carbone, en bois ou en matériau léger, un bois exotique qui s'appelle le balsa. L'aéromodélisme, ces matériaux qui ont la particularité d'être beaucoup plus légers, mais également beaucoup plus résistants aux effets. Une discipline qui permet également de commencer l'aéronautique relativement tôt, puisque notamment de nombreuses personnes ont commencé par cette discipline. On pourrait citer Jean-François Clairvoy, qui a été un des spationautes français. Et Jean-François Clairvoy, tandis que l'extra est en train de se poser, m'avait expliqué que lorsqu'il avait été réparé un télescope En virage, il doit être en train d'aller chercher le vent de face. Donc il fait un roulage vent arrière sur la piste bitume de Sarlat en économisant son carburant. Il va se retourner, se retrouver face au vent pour avoir une vitesse de décollage par rapport au sol la plus faible possible et avoir une vitesse par rapport à l'air la plus élevée possible, le plus rapidement possible. Il a sorti les volets, il a testé son réacteur qui marche au kérosène juste avant. Là, il a serré les freins pour les tester, il met la pleine puissance, il desserre les freins et il est au relâche. Un appareil qui a été utilisé par nombre de forces aériennes et notamment encore toujours. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose en aéromodélisme qu'il faut maîtriser face à nous. Et là, il faut un peu réfléchir à la manière dont on va piloter ça. Mais pas tout à fait, Jean-François, même si c'est un petit peu la véritable évolution que le véhicule. Et en aéromodélisme, on prend l'habitude de se téléporter. Grandeur avec le sang au fond des bottes. On pourrait dire que certains pilotes ont atterri. C'est une sensation que vous connaissez peut-être. Ces sensations de tassement, un pilote doit également les contrer à bord de son avion quand on a la tête. Mais lorsqu'on est à bord d'un F-16 en
place arrière. C'est un avion léger et pourtant on peut réaliser quelques figures de voltige. Ces appareils, il faut donc, cela demande entre 2000 et 5000 heures de travail, y comprendre ici plusieurs années à occuper ses week-ends, mais également ses congés, et ce, afin de réaliser la joie de pouvoir voler à bord d'un avion que l'on a soi-même construit. Évidemment, ça demande un petit peu à être né par un Américain, il s'appelait Richard Van Groovens. Il avait comme projet de créer une gamme d'appareils particulièrement accessible, simple. Il va donc acheter un appareil et de ce 21 va naître toute une génération d'appareils qui feront la joie de leurs pilotes. $, par exemplaire, il a donc connu le succès si bien que des qui pardonne beaucoup et qui est donc particulièrement délicieux aux commandes. C'est un avion qui se comporte un petit peu comme un petit chasseur. Et si vous souhaitez également construire votre avion, il y a un réseau, et ça s'appelle le réseau RSA, c'est la Fédération des constructeurs et des collectionneurs d'aéronefs. Didier en appartient. Être régulier, être conseillé quand on construit son avion, eh bien c'est quelque chose de particulièrement essentiel. Et lui aussi, Didier, une carrière longue comme le bras en matière d'aéronautique. Lui qui a intégré l'armée de l'air en 1984, il sera breveté pilote de chasse en 1987. Il va voler sur une multitude d'appareils, sur Mirage F1 et encore. En vol de Caso comme chef des opérations, et puis après 24 années de service, il va rejoindre la grande compagnie aérienne nationale Air France, et aujourd'hui il est copilote sur Airbus A350, un avion long courrier. Il totalise 13 500 heures de vol. S'appelait le pouls du ciel. L'idée de cet appareil, c'était de populariser l'aéronautique, de la rendre tout simplement comme elle n'était pas. Il avait donc pris un plan qu'on va venir épouser. Et puis ensuite, on se retrouvera en étape finale, c'est-à-dire un petit peu de vent, il faut parfois se batailler aux commandes et être expérimenté.
Il est sans doute l'un des plus importants dans la formation de nos pilotes d'hélicoptères militaires. On l'appelle dans le monde militaire le Calliope, ou plus formellement le NHE pour Nouvel Hélicoptère. Le Calliope est développé dans les années 1990 par Eurocopter, mais dès les années 2000, le ministère des Armées a décidé d'en faire le pilier de la formation. Plutôt que d'acheter une nouvelle flotte d'hélicoptères, l'État a confié à la société privée Helidax la mission de mettre à disposition 36 hélicoptères adaptés à la formation militaire. Le Calliope que vous voyez aujourd'hui ressemble beaucoup à sa version civile, mais il est spécifiquement modifié pour un usage militaire. Par exemple, vous pouvez apercevoir le coupe-câble à l'avant, sous la cabine, un tableau de bord entièrement numérique avec des EFIS, ce sont les écrans, 2 écrans principaux, un radiocompas, une sonde altimétrique pour l'analyse post-mission, et des feux compatibles avec les jumelles de vision nocturne. Du pilotage dès les premières heures de vol, il est le tout premier contact des élèves pilotes avec un hélicoptère militaire. Voilà, vache. Il sert aussi de machine de substitution pour le maintien des compétences, notamment dans les régiments d'hélicoptères de combat. Il permet de s'entraîner au vol aux instruments, à la navigation et même à la coordination en patrouille. C'est donc un maillon essentiel de la chaîne de formation militaire française. Aujourd'hui, ce sont des pilotes instructeurs plus de 4500 heures de vol et le capitaine Pilot avec plus de 5000 heures de vol. Grâce à la fois technique, fluide et pédagogique. Car cet hélicoptère est justement conçu pour cela, apprendre à voler avec finesse et précision. La démonstration que vous pouvez voir aujourd'hui est une fenêtre ouverte sur l'école de Dax, cœur historique de la formation. C'est là que des centaines de jeunes aviateurs chaque année apprennent à dompter le vent et à ressentir cet hélicoptère. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de lever les mains et d'applaudir. Cet hélicoptère qui brille par son rôle essentiel dans la formation de ceux qui prendront demain les commandes d'un tigre, d'un caïman ou bien encore d'un caracal. C'est tout fait en Afrique, globalement au Sahel, Djibouti, en Libye. Voilà, donc moi je n'ai fait que l'Afrique pour ma part. Vous pouvez lever les mains, les pilotes vous voient depuis leur hélicoptère.
Cet hélicoptère, ce Calliope qui peut évoluer jusqu'à des vitesses de 278 km/h. Une longueur de près de 12 mètres de long. Et une masse maximale au décollage de 1,7 tonne. L'équipage de ce Calliope revient face à vous pour son dernier passage. Il vous salue. Je vous invite à l'applaudir, à saluer les instructeurs et pilotes qui font vivre la machine au service des armées françaises, cet équipage de l'ALAT. Et d'ailleurs, nous avons avec nous sur le carpodium de l'armée de l'air et l'espace le capitaine Gilou de l'équipe de présentation hélicoptère terre. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Eh oui, nous sommes arrivés ce matin. La voltige aérienne est donc devenue un sport. Imaginez un box de 1 km sur 1 km, un volume dans lequel un pilote va devoir venir réaliser un programme, y composé par des juges, et qu'il va falloir retranscrire, et ce en un temps record, dans le sens où ces programmes sont donnés 24 heures avant, et ensuite, eh bien, il va falloir les réaliser. Et pour composer ces programmes, eh bien, un homme de réaliser actuellement Jules dans le ciel de Salah. Et en prenant plusieurs figures, eh bien, on obtient un programme comme ceci. Pour construction aéronautique parisienne, ce sont des appareils que l'on retrouve encore aujourd'hui dans toutes les écoles de pilotage où on dispense des cours. Toutes ces heures de gloire à la voltige française, avec nos avions, des CAP 232 et même aujourd'hui, eh bien, des CAP 432. Et elle va vous entendre dans quelques instants. Tout simplement évoquée par l'immatriculation de cet avion. F Post. Alors on décide qu'avec ces avions, on va transporter les passagers, on va donc transformer les bombardiers, on va y mettre des sièges qui sont faits simplement d'osier, et puis on va transporter des passagers à bord de ces ailes. Il s'appelle Pierre-Georges Latécoère. Lui aussi, il s'aperçoit que tous ces avions n'ont plus aucune utilité. C'est ainsi que pour une bouchée entre Toulouse, mais également Casablanca et un peu plus loin jusqu'en Amérique du Sud, il y a un marché.
parle le mieux de cet aéropostale, c'est probablement cet homme qui avait pris les commandes d'avion. Terre des hommes, il y racontera ce que vivaient ces pilotes à l'époque. Sur les lignes de l'aéropostale, il y a eu un mort tous les 100 km. C'est vous dire à quel point le transport du courrier était véritablement une mystique pour eux. À la tête de l'aéropostale, il y avait un homme, il s'appelait Didier Dora et durant la Première Guerre mondiale, il avait combattu, il était absolument miné par les morts de cette guerre et c'est ainsi qu'il imposera une discipline à ses pilotes qui volaient absolument par tous les temps. Et lorsque Guillaume un beau jour aura un problème moteur, eh bien il va se poser en catastrophe dans les Andes avec son avion. Il y transportera sur son dos le sac de courrier qui était votre transport aérien. Et pour se rappeler de cette histoire, aujourd'hui dans le ciel, il y avait deux hommes, Léo Carussi, puisque ce Breguet 14 était pour notre plaisir. Dans les années 1990, deux passionnés créent l'association Breguet. Solide cité sur les meetings aériens, il reproduira également la ligne grâce à un raid qui s'appelle le raid Toulouse-Saint-Louis. Luc, Léo, ce sont les pilotes, tandis qu'au sol, il y a un homme qui bichonne cette machine et qui s'appelle Ismaël Posito, c'est le mécanicien. C'est un avion qui se pilote un peu comme à l'époque, c'est-à-dire aux fesses, on a très peu d'instruments et donc il faut se référer quelque part à ces sensations de courrier. C'est suffisamment important pour le souligner, un avion qui déjà à l'époque sera exporté, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou encore en Italie. Un hommage aujourd'hui à l'aéropostale et à ces hommes qui, au détriment de leur vie, eh bien, ont permis d'ouvrir les premières lignes aéronautiques. Le Breguet 14 est un avion biplan, c'est-à-dire qu'on a une aile au-dessus de l'autre, tandis que, eh bien, Léo se paye un dernier passage et on va couper le son de la musique pour écouter le son du moteur. Et voilà, souche au décollage sur votre droite à bord de l'Extra. Qui a remporté tous les derniers titres. Un monoplace d'un peu moins de 600 kg avec un moteur 6 cylindres en ligne. Peser le moindre kilo, pas de chauffage, pas de système de climatisation. Brillé au championnat de France en catégorie élite à Villeneuve-sur-Lot chez notre ami Michael Brageau. Il a terminé sur la 3e marche du podium. Une très belle performance et sa première participation au niveau élite. Oh putain. Voilà l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, donc avec la célèbre patrouille de France, nous faisons partie des équipes de présentation de l'armée de l'air. Basée à Salon-de-Provence, sur la base aérienne 701, la saison estivale de mai à octobre, sur une quarantaine de meetings aériens, mais également lors des différentes compétitions de voltige nationales et internationales. Cette année encore, eh bien, l'équipe a brillé
notamment avec le capitaine Florent Audon, notre double champion du monde en titre, qui remettait en jeu son titre de champion de France et qui l'a brillamment récupéré. Peut-être que si, remarque, on voit pas. On a tellement l'habitude. Oh, il a des couleurs différentes. Oh là là. Et voilà Souche donc aux commandes de la première démonstration de la journée. Il est rentré dans l'armée de l'air en 2008. Il a été pilote sur Boeing Ravitailleur, un avion qui est mythique et qui a d'ailleurs quitté l'armée de l'air il y a peu. Un avion qui a servi plus de 60 ans de voltige. L'année dernière, c'est sa deuxième saison et il totalise plus de 4000 heures de vol. Et voilà un formidable éventail. Très forte taux de roulis, un excellent rapport poids-puissance qui ne nous permet pas de faire l'hélicoptère, mais on arrive quand même à faire des figures assez stationnaires. Et un avion qui reprend de l'énergie assez rapidement. Et des commandes de vol surdimensionnées qui permettent d'avoir toujours le contrôle de l'appareil. Même lorsque vous voyez une figure comme celle-là où l'avion va faire un peu de marche arrière. Voilà certaines figures de l'appareil. Un gros moteur, une grosse hélice, un avion très costaud pour faire des trajectoires assez incroyables, assez improbables, sur un axe perpendiculaire à l'avancée de l'avion. On peut faire des vrilles sur le ventre, sur le dos, un peu dans tous les sens. Et on arrive toujours à garder le contrôle de la machine. Comme ce virage d'eau, moins 7G, le sang monte fort à la tête et vous n'êtes retenu que par les harnais. Pas besoin de préciser que nous ne portons pas de pantalon anti-G comme vous pouvez en avoir sur différents avions de chasse, puisque évidemment c'est la chasse au poids dans notre machine. Ça demande de l'entraînement, du sport, évidemment de l'accoutumance. Voilà, on a essayé de trouver un petit bout de ciel bleu. Ah oui, Un grand classique, bien sûr.
Et le cœur de l'équipe de voltige de l'Armée de l'air et de l'espace. Voilà, voilà. Voilà quelques passages de souche avant de venir se poser. Vous pouvez lever les bras. Le capitaine Sébastien Souchet. Anthony, notre mécanicien du week-end, qui fait un travail incroyable. Gros travail pour nos machines qui sont fortement sollicitées. On vous donne rendez-vous dans les prochaines minutes à notre stand que l'on va remonter au pied de la tour dans le hangar à droite de la tour. Et puis on vous donne aussi rendez-vous pour la deuxième démonstration de la journée aux alentours de 17h30. Bon après-midi à tous. Merci mon capitaine et tous les personnels de soutien. En 1910, l'aéronautique peut pratiquement être qualifiée de mature. Certes, ce n'est évidemment que le début, mais par exemple, depuis le 25 juillet 1909, la Manche n'est plus unie. Oui, c'est ce que va titrer un Louis Clermont traversera pour la première fois la Manche à bord d'un Clermont 11. L'aéronautique, elle attire, elle passionne, elle rassemble les foules. C'est que celui qui maîtrisera les airs aura également la pleine et complète maîtrise des opérations militaires. 1934 finance par exemple le projet Avion. Les 16 vaincus sur les frontières sont en pleine retraite. Eh bien, il y a le général Joffre qui est le commandant en chef. Il va créer la 6e armée qui va confier au général Gallieni et qui est chargé de défendre la ville de Paris. Camp retranché s'active pour repérer la progression des troupes ennemies. Et le 3 septembre, les lieutenants Pro et Hugel découvrent que les colonnes allemandes avancent. Est à l'alignement. Octobre 1914, on est dans la région de Reims. Petit retour historique.
Ouais. Super court. Ah ouais. Il fait bonjour, il s'en a. Tradition de la cavalerie que nous revient le fait de monter systématiquement du côté gauche à bord des avions. Et puis en 1914, pas d'aérodrome, parce que les pistes n'existent pas. Et lorsqu'on souhaite décoller, on s'aligne tout simplement face au vent. Les aérodromes militaires vont voir le jour, tandis que oui, on vole la tête à l'air libre. Et on vole surtout avec un foulard parce que les moteurs qui sont à l'époque surnommés les Royal Cambouis fuient énormément et ces moteurs, évidemment, ils viennent mettre de l'huile dans les lunettes des pilotes. Il faut donc pouvoir essuyer les lunettes et puis ensuite continuer. Les deux avions se rencontrent, il y a des combats aériens absolument fabuleux qui vont se mettre en place à ces avions. Et pourtant, la Première Guerre mondiale et avoir également confirmé ses victoires, il faut donc mettre hors de combattre l'avion ennemi. Et pour mettre hors de combattre l'avion ennemi, il faut se positionner dans les 6 heures de l'appareil, le prendre par surprise. Et quand on l'a par surprise, eh bien on le mitraille. C'est ainsi qu'aujourd'hui, eh bien nous avons un avion qui a été touché et cet appareil, c'est un Newport. Pouvait être le ciel du nord de la France à l'occasion de cette grande guerre. Sur votre droite, un Newport 17, un avion qui a fait cette Première Guerre mondiale et qui aujourd'hui vous est présenté par un homme qui s'appelle Laurent Thomas. C'est un véritable en 5 ans, cette réplique qui nous est présentée aujourd'hui à l'identique. Il y a en position arrière de cet avion un autre appareil. Il s'agit d'un SE-5. Lui aussi, une machine qui était très habituelle dans le ciel du nord de la France entre 1917 et 1918. Ces avions, ils vont nous rappeler l'heure de gloire de ces as du pilotage qui portaient le nom de Guilmer ou encore de René Font, qui est d'ailleurs le deuxième appareil. René Font, 75 victoires aériennes. Nous pourrions évoquer également 22 ans. Il va devenir un véritable héros national tandis qu'il va être foudroyé en pleine guerre. Il va perdre la vie au combat, c'était à l'automne 1917. Difficile de s'en rendre compte, mais à l'époque, la France entière est en deuil et les hommages à cet homme sont nombreux. Mort au champ d'honneur le 11 septembre 1917, héros légendaire tombé en plein ciel de gloire après 3 années de lutte ardente. C'est ce que dira de lui le général Antoine dans la citation qu'il a rédigera. Sous vos yeux, le Nanchang CJ6. Alors Nanchang, pourquoi? Alors cet appareil a été conçu pour entraîner et former les jeunes pilotes de la jeune armée de l'air chinoise et également de l'aéronavale chinoise. Celui-ci d'ailleurs porte la livrée d'une. Donc c'est un avion école, donc il est russe.
rustique, il est robuste, il est conçu pour opérer sur des terrains sommaires, puisque dans cette époque de la fin des années 50, 1958 pour précisément, eh bien, les terrains équipés avec une piste en dur, des bâtiments, des ateliers sont rares, et donc beaucoup de terrains sont en herbe, voire même ce sont des terrains improvisés. Et pour cela, les Chinois, qui sont très astucieux, vont remplacer les systèmes qui utilisent de l'huile, des fluides hydrauliques ou des systèmes électriques, ils vont le remplacer par un système pneumatique. Pneumatique parce que de l'air, on en trouve partout. Système baroque et notamment une trappe. Parce que sur les terrains sommaires, il n'y a pas forcément de poste de radio. Et donc ça permettait, soit en cas de panne, soit sur des terrains sommaires, de pouvoir communiquer. On parlait de côté astucieux et pragmatique. Ça, c'en était une belle démonstration. Donc il faut s'imaginer le pilote qui se débat avec déjà le pilotage, qui en plus prend une cartouche, le met dans son pistolet à fusée, vise le trou dans le plancher et tire sa fusée. Ça laisse rêveur. Alors cet appareil que vous avez sous les yeux, c'est une version évoluée du Nanchang CJ6, puisque les premiers étaient équipés d'un moteur beaucoup moins puissant, de 280 chevaux. Et les concepteurs ont trouvé que cette motorisation ne convenait pas, donc progressivement les motorisations sont faites de plus en plus puissantes. Et ici, la version que vous avez est équipée du moteur le plus élaboré, avec une puissance de 400 chevaux, délivrée par un moteur en étoile, c'est-à-dire que les cylindres sont disposés en cercle. Et évidemment, on imagine que ça améliore drastiquement le refroidissement de ce moteur, que opposer le vent relatif au cylindre pour le refroidissement. Un avion qui sera fabriqué à plus de 2400 exemplaires et qui est d'ailleurs encore utilisé, Rémi, aujourd'hui par pas moins de 9 académies sur 10 en Chine et qui sera aussi exporté dans le monde entier. Non, 2025, c'est-à-dire que là on parle d'un avion de 58 qui est toujours en opération dans les forces armées chinoises. Cartouche dorée, c'était au sein de l'armée de l'air et de l'espace, et bien c'est un petit peu l'équivalent de leur patrouille des cartouches dorées. Tout à fait. Et un petit mot sur l'équipe de bénévoles qui aide à maintenir cet avion en vol, et non pas simplement en statique. C'est une association qui est basée à Bordeaux-Socat, l'APSPAM, qui compte une trentaine. Et donc c'est une association de gens venus de tous horizons, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui sont soit dans l'aéronautique, dans le civil, dans le militaire, ou qui sont tout simplement de diverses professions, kinés, menuisiers aluminium, informaticiens, chauffeurs routiers, médecins, et qui ont en commun cette passion de l'aviation ancienne, de l'aviation de collection, et qui tous les samedis dans le hangar, qu'il fasse chaud, qu'il fasse très froid l'hiver, eh bien le moteur initial, il a fallu le déposer, le reposer 3 fois. Alors, je peux vous dire que tout ce petit monde s'est rodé et que tomber un moteur de Nanchang, les membres de l'APSPAM, on sait vous faire ça dans la demi-journée. Et aujourd'hui, Rémi, aux commandes de ce Nanchang, un homme, c'est un petit nouveau, il s'appelle Jacques Suire. Et qui navire sur étendard, qui a ensuite versé dans le civil, a été commandant de bord sur 747 et de nombreux autres appareils, qui a eu l'occasion de voler également. Donc il forme de nouveaux pilotes présentateurs pour présenter. Et une petite surprise pour clôturer cette présentation, une figure qu'on a empruntée au programme du Rafale Solid Display et atterrir dans la foulée. C'est une figure spectaculaire, mesdames et messieurs, devant vous, l'unique Nanmin la barrique. On vire, on sort les volets et dans la foulée on se pose à l'issue d'un virage court, toujours fidèle. Et je vous dis à tout à l'heure pour la présentation de l'UTVA. Et oui, merci Rémi. On pourrait dire également que chez les Suires, c'est un peu plus qu'une histoire de famille. Ça fait partie véritablement de leur molécule fondamentale que de voler. Merci à l'ASPAM pour cette démonstration. Et quand on parle d'avion particulier, cette histoire, mieux que appréciée. Mesdames, messieurs, là derrière, elle aussi. Ces avions, ce sont de véritables pièces de collection, des pièces de collection que l'on pourrait retrouver dans des musées s'ils n'étaient pas mis en œuvre par des bénévoles passionnants et passionnés. 1 heure de vol, c'est à peu près
Allez, 25-30 heures de travail, de maintenance pour le remettre en œuvre et ensuite pour repartir en vol. C'est vous dire à quel point la passion peut parfois pousser des humains à se rendre meilleurs et à faire en sorte que ces garder leur âme. Et c'est notre plus grand plaisir ici, à Sarlat, à l'occasion de ce meeting aérien. Et puisque nous évoquons les bénévoles, j'aimerais, si vous le voulez bien, que nous puissions également faire un tonnerre d'applaudissements pour tous les bénévoles qui s'investissent pour cette manifestation aérienne. Merci également au maître d'œuvre, il est omnipotent, il est omniprésent, il s'appelle Jean-Pierre Mesure, et avec son armée de bénévoles derrière lui, il est soumis de montagne. On le croit évidemment à la vie d'un unique, même ensemble, tandis qu'un autre appareil, lui aussi passager en place arrière, ou en l'occurrence, eh bien, l'instructeur en place arrière. La société. De notre armée, c'est son comportement en vol qui séduit, nerveux, précis et parfaitement équilibré. Il peut encaisser des facteurs de charge de plus si je rapproche vous élèves étrangers. Des Belges, des Tunisiens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Tous sont appris à pas de carte qui été équipés de ce type d'aéronef. Mesdames et messieurs, le TB30 Epsilon qui vous salue. Et voilà l'atterrissage de TB30 Epsilon. Applaudissez-le comme il se... Et voilà, Alain, le leader, vient de donner son top. Vous allez les voir effectuer le cercle. Les équipés se placent en diamant afin d'aligner leurs avions avec celui du leader. La tenue d'autant plus en virage. Le virage est un exercice rudimentaire du brevet de pilote. Technique, il demande précision et rigueur.
présentation croisement, hop. Mesdames et messieurs, l'éclatement de la patrouille Toyota. Salut pour son dernier passage. Leader de cette patrouille a un mot à vous dire en direct de son avion. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le leader de la patrouille Coyote. Nul besoin d'être militaire pour voler en formation, c'est possible. Dans beaucoup d'aéroclubs, vous pouvez apprendre. Et oui, merci à la patrouille Coyote. Et oui, l'avion qui est actuellement au point d'attente, déjà il faut évoquer un pays qui n'existe plus. Il faut évoquer également un avion Nous allons parler. On est tous passionnés d'histoire, en tout cas tous les deux, c'est sûr, depuis le temps qu'on fait des meetings ensemble. Alors que se passe-t-il en cette fin d'année 50 en Europe? On a été en Chine tout à l'heure, Staline, et au moment où la Yougoslavie cherche également à construire des avions d'entraînement pour ses futurs pilotes de chasse, eh bien Staline refuse de fournir des avions à la Yougoslavie. Avec un train rentrant, avec un pas variable, auprès de la Russie, va se tourner vers l'ouest. Et donc dans les États-Unis, qui acceptent de fournir effectivement des verrières de P-51. Alors amateurs de Warbird, regardez l'Utva, une dérive de Yak pour la forme et un moteur Lycoming. Mais là où ils voulaient 600 chevaux, les États-Unis ne voulant pas. Et donc, le miracle est arrivé, c'est ça qui est également merveilleux. Il n'y avait pas 10 000 des cylindres, il y en avait un seul. C'est assez pour qu'on le change. Donc on a procédé au remplacement de ce cylindre. Et juste avant notre premier meeting, on a
réussi à remettre l'U-2 en vol. Donc je disais que c'est l'unique machine en France et l'une des 2 restantes sur les 165 fabriquées en état de voler. Et encore, on n'a pas trop de nouvelles de notre machine. Il est aux mains d'un privé qui ne vole pas autant que nous. On fait une dizaine de meetings par an et on a la joie, qui est notre plus grand plaisir. Et oui, quand on parle de Ludva, on parle de ce pays qui n'existe plus aujourd'hui et qui se montrait non aligné. C'était le terme utilisé, le pays était non aligné. Et pourtant, on ne tient tout de même pas à ce que ces pays passent à l'ouest, à ce que ces pilotes passent à l'ouest. Et donc, naturellement, l'autonomie, comme tous les avions soviétiques de cette époque, a été limitée, et notamment ces 2 heures sur Ludva. Absolument, ce qui nous oblige à faire des arrêts fréquents pour remettre du carburant quand on va à Saint-Tian, quand on va à Carcassonne, sur des meetings un peu plus éloignés. Là, on a un projet pour un meeting en Espagne, au sud de l'Espagne. Et ça fera 5 heures de vol et il faudra faire plusieurs étapes de refueling. Donc ce Ludva, il est piloté aujourd'hui par Xavier, mais on a plusieurs pilotes qui sont progressivement formés sur Ludva. Vous voyez que c'est un train classique, c'est-à-dire qu'il a une roulette de queue, il n'a pas de roue à l'avant. Et c'était le cas de beaucoup d'avions de cette époque, c'est encore le cas des avions de voltige, tout simplement parce que ça traîne moins. Par contre, ça les rend un peu plus subtils à l'atterrissage, puisqu'en fait, quand vous posez un avion comme Ludva sur une piste en herbe, figurez-vous que l'arrière n'a qu'une envie, c'est de passer devant. Et donc, ce qui oblige de maintenir l'avion sur la piste, c'est assez délicat à piloter, donc ça nécessite une formation. D'ailleurs, dans le cadre d'une formation de pilote privé, le fait de piloter un avion très classique comme celui-ci nécessite une qualification particulière. Et après avoir suivi cette qualification, eh bien, Jacques, notre président, entraîne les pilotes à pouvoir présenter en vol Ludva. Vous voyez que Xavier arrive à virer extrêmement serré. Vous voyez aussi les qualités qui nous racontent son histoire. On a réussi à retrouver tout. Et vous voyez que Xavier bat des ailes pour marquer la fin de cette présentation. Donc on est extrêmement heureux d'avoir réussi à pouvoir vous montrer cette machine et démontrer qu'effectivement, sans être un militaire, en tant que pilote privé, avec un peu d'entraînement, un peu comme la patrouille Coyote, on arrivait à faire des présentations en vol. Donc on espère vous retrouver sur d'autres meetings. Mi-août, on va avoir le meeting. À l'image du Nanchang qui est situé tout en fait en face du carpodium de l'armée de l'air et de l'espace. Merci à lui pour cette magnifique présentation de cet avion qui est véritablement une curiosité ici, à Sarlat. On est passé d'avions qui étaient très peu motorisés à des avions qui ont des capacités. Aux commandes de cet avion, Florent Onon, c'est un nom que l'on ne présente plus. Champion de France en 2018, champion de France freestyle en 2019, premier à l'Open de France en 2020. Et aussi en 2022, champion de France élite et champion du monde en équipe et en individuel. Et il a été sacré champion du monde une deuxième fois en catégorie Unlimited, la plus technique et la plus exigeante, en sacré champion de France 2025. Ça a l'air un peu comme ça.
pilote d'exception et beaucoup plus habitué à l'Extra 330. C'est l'une de ses premières démonstrations. Vous avez donc le privilège aujourd'hui d'assister à... Et cet avion, le Raven 2XS, est un biplan de voltige de construction amateur. C'est-à-dire que si l'envie vous prend, vous pouvez très bien le construire vous-même dans votre garage, avec beaucoup de motivation, de temps et d'énergie. 260 chevaux pour atteindre une vitesse maximale de près de 320 km/h. Il peut encaisser un facteur de charge de plus 6G à moins 3G. Autrement dit, c'est un véritable avion de voltige, un véritable Rolls-Royce désert. Et le Raven 2XS qui revient sur notre gauche pour son dernier passage. Et voilà un atterrissage tout aussi acrobatique que la démonstration. Quelques jours seulement. Mais comment on en arrive là? Eh bien, ça a commencé très petit, de la voltige élémentaire. Des petits tonneaux, des petites boucles avec 15 litres de carburant seulement. Et pouvaient faire jusqu'à 1 heure de vol. En parallèle, il continue à prendre des leçons de voltige en aéroclub, avec toujours le même objectif en tête, en faire son métier. Et c'est alors notre transport, effectuant des missions de fret, de largage de parachutement, mais aussi d'évacuation sanitaire, notamment au Mali et au Tchad, à bord de son Casa 200 une sélection au sein de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, ce qui permet à Florent d'être retenu au sein de cette formation.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est une minute pour bien comprendre ce que nous avons devant nous. Un autogire, c'est une machine volante à voilure tournante, mais qui ne fonctionne ni comme un avion, ni comme un hélicoptère. Contrairement à un avion, il n'a pas d'aile fixe, et contrairement à un hélicoptère, l'hélice au-dessus ne tourne pas grâce à un moteur. Le principe est simple et brillant. À l'arrière, une hélice motorisée pousse l'appareil vers l'avant, et ce mouvement vers au-dessus de lui est extrêmement sûr. Et le rotor tourne librement, c'est ce qui le rend, mais il peut voler lentement, très lentement, autour de 40 à 50 km/h. Et il peut également voler beaucoup plus vite et filer à près de 150 km/h avec aisance selon les modèles, et grimper jusqu'à 2000 ou 3000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, l'autogire fait partie de la grande famille des ULM, les ultra-légers motorisés. Et justement, pour parler de cet autogire, qui de mieux que les personnes qui les côtoient au quotidien pour en parler. Et justement... Hélicoptère, mais il se rapproche plus d'un avion car il a les caractéristiques de vol d'un avion. Juste les ailes sont remplacées par un rotor de 56 mètres carrés. Et si on divise cette surface portante par le poids de l'avion, on a un rapport poids-sustentation qui est phénoménal. Raison pour laquelle cet appareil ne décroche pas. Il peut faire du surplace jusqu'à 0 km/h. Reculer, comme c'est le cas là, et de le faire lorsqu'il y a du vent de face. Et surtout avoir une évolution fantastique car c'est le chevaux avec turbo. Il peut voler, celui-ci c'est un Mani, c'est-à-dire un autogire italien, de marque italienne, qui peut voler jusqu'à 180 km/h. L'hélice qui le propulse, c'est une Niprops, qui a cette caractéristique d'avoir un pas constant, mais qui accentue la performance et le rendement à haute vitesse. Raison pour laquelle cet appareil pas plus vite que les autres. Voilà, il est en train de tourner sur place uniquement en descendant et en se servant du ballonnier. Le plus sécurisant car il ne décroche pas. Et c'est un certain Jean de la Cierva qui en 1923, un ingénieur de 24 ans, a inventé ce principe. Il en avait assez de voir les avions décrocher pendant la guerre, donc il a voulu inventer un appareil qui ne décroche pas. Il y est parvenu après plusieurs tentatives et la baie de l'air qui s'est créée en 1935, la première base a été la base 101 de Toulouse-Francazan, c'est donc 60 mètres pour décoller. Pour se poser, c'est de l'ordre de 10 mètres, mais on ne peut pas faire de surrotation du rotor. C'est pour ça qu'il ressemble davantage. Il se rétablit, et on fait un deuxième pas à la droite, on se vers le sol, on fait ce qu'on veut, c'est très ludique. C'est très ludique, mais ce qu'il fait, n'importe qui ne peut pas le faire, bien sûr. Il faut avoir une certaine expérience. Vitesse très lente, petit coup de moteur pour reprendre la vitesse et un atterrissage de l'ordre de... Avec le H120, le Calliope. Et oui, nous l'avons vu,
évolué déjà ce matin. Il est de retour, l'Eurocopter EC120 Calliope. Cet appareil qui forme l'entièreté des pilotes d'hélicoptères des armées, de l'armée de terre évidemment, de l'aviation légère de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine nationale et de la gendarmerie. Pilote sur cet hélicoptère. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que l'on ressent aux commandes d'une machine comme celle-là? Est-ce que c'est... On va analyser l'environnement extérieur, radio et gestion de la machine. Comment il bouge? Alors quand on le voit évoluer dans les airs, ça a l'air d'être un hélicoptère très maniable. Est-ce que c'est un hélicoptère facile à prendre en main pour les élèves? Oui, et c'est pour ça qu'il a été choisi par les armées, donc il est maintenant en activité depuis plus de 15 ans, justement pour sa maniabilité, pour aussi, on va dire, son ergonomie. Quand on est à l'intérieur, on a une grande bulle qu'on voit à l'avant qui permet d'avoir une bonne visibilité. Et c'est aussi une machine qui pardonne relativement bien les erreurs. C'est normal, quand on apprend, on fait des erreurs et la machine nous aide en ça. Ça c'est cool, ça. T'imagines la vue que t'as quand t'es dedans? C'est utilisé par... Ah oui, oui, oui. Le décollage, l'atterrissage, des phases tactiques. Souvent, les difficultés sont pas forcément sur l'utilisation des commandes, mais sur la gestion de l'environnement. Encore plus pour quelqu'un qui débute. 2 heures en fonction des phases de vol. Donc 1 heure avant, on procède au briefing. On va dérouler tous les exercices qui vont être vus le jour. Et ensuite, c'est réalisation en vol et ensuite débriefing pour déterminer ce qui s'est bien passé et les points à améliorer. Et donc on le rappelle, ces élèves pilotes Bon capitaine, vous êtes vous-même pilote au sein de l'aviation légère de l'armée de terre. J'imagine que vous avez déjà dû participer à des opérations extérieures. Oui, tout à fait. Vous avez été déployé. Voilà, donc moi, je n'ai fait que l'Afrique pour ma part. D'accord, et à quoi ressemble une opération extérieure pour un pilote d'hélicoptère? Alors, on peut être amené à être simplement, on va dire, d'alerte et en mesure de décoller en quelques minutes pour porter une assistance ou un appui à une unité au sol. Sachant que au niveau de l'armée de terre, on est complètement imbriqué à la manœuvre qui se passe au sol. Après, on peut avoir pour nous des missions de reconnaissance, au profit par exemple d'un convoi qui va aller pour ravitailler par exemple, des missions d'escorte, des missions de sécurisation pour la dépose des hélicoptères de manœuvre, par exemple, ou la récupération. Pour ce qui est hélicoptères de manœuvre, eux vont plutôt travailler à faire du transport, donc de matériel, de troupes, l'évacuation médicale également, ou du transport de matériel pour le dépannage des véhicules qui pourraient être dans la verte, mais dans le sable. Tout un panel de missions très variées en fonction des besoins des unités au sol. Oui, complètement. Puis de préparer toute sa mission, que ce soit au niveau administratif et au niveau tactique. Ensuite la réalisation et après, donc encore une fois, même après l'émission d'opération extérieure, on fait un débriefing pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour mieux travailler et être encore plus efficace. Et lors de leur formation à Dax, est-ce que les élèves pilotes vont apprendre une partie tactique ou seulement une partie pilotage? Alors c'est principalement du pilotage, mais sur le vol tactique, c'est-à-dire le vol près des obstacles, mais sans
sans notion de situation amie et ennemie pour l'instant. Ça, c'est après pour l'armée de terre, ça se fait un peu déjà Provence. Tadax. Oui, alors donc pour nous, pour le Luc en Provence, en fait, les nouveaux pilotes vont se former déjà sur leur machine. Quelqu'un qui a choisi Tigre à ce moment-là va se former sur Tigre. Et ensuite va apprendre toutes les missions relatives à sa machine. Donc apprendre à évoluer dans le terrain, à se cacher, à s'en déplacer, pour ensuite prendre les vues qui vont permettre à son chef de bord notamment de pouvoir réaliser sa mission, délivrer des feux, fournir du renseignement par exemple. Se poser devant vous, cher public. Alors on applaudit, on lève les mains au ciel et on salue. Parachutiste qui lui aussi, à la manière de ses compères, va venir épouser le sol de ce tarmac de l'aérodrome de Saint. On vire à droite, ça tourne à droite. Et on va venir tirer sur les deux poignées pour passer de quelques kilomètres par heure à une dizaine de kilomètres. Pour le dernier de ce quatuor, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Chute Libre Dordogne. On lève les mains, on fait signe, il vous voit. Sur cet aérodrome. Les entreprises et les clubs permettent de faire vivre ces endroits tout à fait particuliers que l'on appelle des aérodromes. C'est une d'aéromodélisme qui est juste derrière nous et qui permet d'elle avec des jours d'autorisation et des jours exceptionnels comme sur les grands. De leur pays pour se battre avec l'aviation chimée de leurs avions. Et le chef de ce petit groupe, eh bien, c'était le général Claire Lee Chéneau. Simplement à essence, comme les voitures essence, un simple pas, une reproduction de modèle existant, quoique celui-ci est la copie conforme de l'Extra 330 de l'armée de l'air que vous avez. Le modèle réduit d'Extra 330 a décollé et il vous fait une démonstration de ce que l'on peut faire lorsque l'on n'est pas à bord. C'est-à-dire, on peut inculquer à la machine du bout de ses doigts, voilà, vous venez de voir, des tonneaux très engagés pour lesquels les pilotes auraient beaucoup de mal à résister avec notre physiologie. De coup évoquer l'histoire, et cette histoire elle nous joue parfois des tours tant elle est étonnante et durant la guerre froide de la lutte, mais ça a également donné des concours entre les soviétiques et les États-Unis. C'est ainsi qu'il y a des records qui ont été menés, et par exemple en 1970, naturellement en 1971 il avait fallu battre ce record et les Américains, eux, feront un record de vitesse à plus de 400. La course au record, autant en grandeur qu'en modèle réduit, a entraîné des découvertes, donc certaines fortuites et d'autres qui ont été le fruit de dures recherches et des recherches qui sont accélérées par la taille des aéronefs assez conséquent sur les voilures, les engins commandés à distance, puisque là on fait l'entrée sur les drones. On a parlé de construction, on a parlé de pilotage, mais également l'aéromodélisme, on peut la pratiquer en intérieur, avec des machines qui sont beaucoup plus légères, qui sont pour la plupart motorisées par des moteurs électriques, et on a un avion qui étonnamment fait pratiquement du surplace, et là on pourrait finir dans la masse de l'avion, et donc voir ainsi l'avion accroché à son hélice, donc ce que l'on appelle un torque-roll, et toute la délicatesse et l'art de la discipline, c'est de tenir son avion en vol. Le P40 est en approche et en posée de roue avec son homologue les 330 qui l'escorte. Voilà, le P40 est atterri.
Abri des intempéries et de vent, où sont pratiquées plusieurs disciplines, dont se tourner dans une pièce, et en l'occurrence dans un gymnase, avec plusieurs catégories dans l'acrobatie, que ce soit du libre ou des choses. Cette discipline regroupe une petite population de pas moins de 28 000 licenciés sur l'arbre darwinien de l'aéromodélisme. Ce sont probablement les drones qui sont... On s'aperçoit que ces drones facilitent la vie d'opérateurs, facilitent la vie également. Un ancêtre commun, c'est cet aéromodélisme. Tout à fait. Les drones sont une discipline parmi d'autres pour l'aéromodélisme, entre les avions, les maquettes, les planeurs, et nous les appelions les multicoptères à l'origine, puisqu'ils les multirotors c'était exactement la même chose, et lorsque les assistants s'envolent, le bon drone est resté. Nous avons une approche face au vent de l'Ectra 330 de Christian. Et un posé 3 points. Applaudissements. C'est 80 personnes qui peuvent aussi nous accueillir et que ça fonctionne correctement. Merci encore de profiter. Et si vous avez bon Dieu, vous pouvez apercevoir que ça va 330 avec le commercial qui est assez connu. Il est différemment autre qu'il soit, il a préparé la machine avant le vol et c'est permis naturellement au pilote d'être particulièrement concentré sur le vol qu'il va réaliser d'ici une poignée de minutes. Découverte de l'avion rouge, puisqu'avant de partir, on réalise les checklists, c'est-à-dire des listes de vérification qui vont permettre de s'assurer que la machine est bonne état. Avant tout ça, il faut se préparer au vol, et c'est ainsi que le capitaine Denis a réalisé ce que l'on appelle la musique. Il comprend ici une répétition mentale du vol. Cette répétition mentale du vol permet à être beaucoup plus efficace ensuite lorsqu'on est dans l'avion. Cela permet de la faire de manière beaucoup plus fluide ensuite lorsqu'on est aux commandes de l'avion qui va décoller d'ici une poignée de minutes. Vous avez assisté au départ de l'avion, le petit test de frein pour s'assurer là encore que tous les systèmes fonctionnent correctement. Les avions vont remonter. Et mesdames et messieurs, préparez-vous, changement de... Vous allez assister à la deuxième démonstration d'un ambassadeur de l'armée de l'air de l'espace. Aujourd'hui, cette équipe, deux photographes, un chargé de communication et d'un agent d'opération. Et au cours des 60 dernières années, l'équipe de voltige de l'armée de l'air de l'espace s'est démarquée lors de grands championnats mondiaux de voltige et de nombreux trophées ornent ainsi les couloirs de cette unité. Rendez-vous compte, elle a été sacrée championne du monde 6 fois consécutivement. Et pour parler de l'équipe de voltige de l'armée de l'air de l'espace, et nous avons avec nous le capitaine Sébastien Souchet, pilote de l'équipe de voltige de l'armée de l'air de l'espace et troisième au championnat de France en cabine. Alors nous avons évolué pour la première démonstration, le commentaire et la sécurité des vols. Alors cet avion, c'est une véritable Formule 1 des airs, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Eh bien, donc l'Extra 330 que vous voyez évoluer devant vous, piloté par le capitaine Denis. C'est bien chaud. Designé pour la voltige extrême. Le cristal, mais ne le croyez pas, ce que vous voyez a été répété minutieusement en amont. C'est ce que l'on appelle la musique. Une répétition réalisée au sol qui permet de se remémorer toutes les figures à exécuter.
entraînement et répétition. Comment cela se passe-t-il pour effectuer le L'équipe de voltige, l'entraînement quotidien se compose en général de 2 vols, un vol le matin, un vol l'après-midi. On s'entraîne entre eux, on s'entraîne à la fois pour les compétitions nationales et internationales, et on a également des entraînements spécifiques pour des programmes typiques comme vous pouvez voir aujourd'hui avec le capitaine Denis. Non, mais compétiteurs de voltige, puisque vous partirez d'ailleurs tout à l'heure aux États-Unis. Alors pour effectuer un programme de voltige, complètement codifié avec ce qu'on appelle Aresti, avec un voltige très académique qu'on va rencontrer en compétition. Donc la méthode Aresti, qui est déployée il y a de nombreuses années, qui répertorie un peu toutes les figures de voltige qu'on peut retrouver en compétition. Ensuite, le freestyle comme on voit aujourd'hui, beaucoup moins codifié, mais qui était vraiment... de l'armée de l'air d'espace qui est basée à Salon-de-Provence sur la base aérienne 701. Une base qui forme absolument tous les officiers de l'armée de l'air d'espace. Et elle fait partie des équipes de présentation. C'est d'ailleurs pour cela que les membres de cette équipe portent la même combinaison que les clubs de la patrouille de France. Et messieurs, c'était le capitaine Geoffrey Denis depuis son Extra 330. Le capitaine Geoffrey Denis, pilote de chasse, 3200 heures de vol, compétiteur de voltige aérienne et présentateur en meeting. Et tous nos pilotes. Mesdames et messieurs, levez vos mains, levez vos bras, saluez le capitaine Bryce pour son dernier passage. Ah, c'est beau. Ah là là là. Ah, c'est pas connecté. Par contre, c'est sur le site, c'est le repas, ça, la Denise. L'atterrissage de l'Extra 330. Cet avion, il s'agit d'un Beechcraft 55, un appareil qui a été produit. C'est un bimoteur, il est léger, il est particulièrement populaire et il fait partie du top 160 chevaux, des moteurs bien américains aussi, des moteurs continentales. De la voltige en bimoteur.
acheter cet avion en Suisse. Et puis ensuite, il va obtenir les autorisations pour faire de la voltige. On part d'un avion à l'ange de bord et Mika Brajo a donc été au bureau auprès des ingénieurs et puis à 14 heures de vol nécessaire pour faire en sorte que cet avion, qui a priori n'a pas été fait, qui pensait pour faire de la voltige, et bien tester si le programme professionnel de l'actualité. La voltige en bimoteur a été popularisée notamment aux États-Unis mondiales. Il avait également été pilote d'essai ensuite à l'issue. Et Bob Hoover, qui était considéré comme le pape de la voltige aérienne en bimoteur, il avait pour habitude d'effectuer une ressource suivie d'une demi-boucle avec l'extinction. En plus de cela, un magnifique meeting aérien qui s'appelle l'Aérofestival. Il organise cela avec une petite équipe, mais également avec son épouse, Katel, qui elle aussi est pilote, et notamment pilote de ligne au sein de la grande compagnie aérienne nationale. Et à eux deux, ils forment un couple passionnant et passionné, tandis que nous avons le plaisir de délecter de cette magnifique présentation en vol en Baron 55. Un battement d'aile, on salue Mika Brajo et son Baron 55. Sur nombre de démonstrations de voltige qui a été sublimé par l'utilisation de fumigènes. Ces fumigènes, c'est tout simplement de l'huile de ricin. Oui, cette huile qui rend la peau beaucoup plus douce, et bien lorsqu'on la vaporise dans le flux d'air chaud des moteurs, et bien ça donne des panaches de fumée qui sont utilisés par absolument toutes les patrouilles, et ce de par le monde, et notamment cet avion, le Baron 55.
résumé à une bonne grosse séance de sport. Ça transpire dans les cockpits également parce qu'on ressent également des jets, ces jets qui vont tasser le pied. Ce monde, il vous accueille, il est passionnant. Mesdames, messieurs, au décollage, le 5 choc. Il sera exporté en Suisse, en Argentine, aux États-Unis parce qu'un appareil qui est bon. Regardez cette boucle réalisée sur le nez à l'occasion de cette vidéo dure rencontrée pour le corps humain. Les jets positifs, c'est le sang qui va vers les jambes et donc avec un peu d'eau, on peut en haut. Lui qui s'appelle Georges et qui a commencé à piloter, c'était en 1960. Pilote, merci à eux. Qui peuvent vous mener bien plus loin que vous ne le pensez, que ce soit à l'autre bout du monde si vous prenez l'avion prochainement, mais également qui peuvent vous emmener dans des carrières absolument fabuleuses. Lycéens de pilote, c'est plein de métiers, c'est de la parade pour un nouveau show aérien. Et si l'aérodrome du 15 août, le rendez-vous est pris sur l'aérodrome de Belvès pour vivre un autre show aérien. Ces écoles, il y aura toujours des bénévoles pour vous accueillir et vous faire partager leur passion. Faites-vous confiance, c'est de la passion, c'est du partage. Mesdames, messieurs, je vous 14 pour le meeting aérien de Belvès. Autant pour moi, et bien le rendez-vous sera compris le 14. Bonne soirée à tous, bon repas.